Il existe des lieux qui exigent le silence. Non pas parce qu'ils sont sacrés, mais parce qu'ils ont vu trop de choses. La véritable peur ne vient pas des monstres. Elle vient de ce qui n'a pas de sens, de ce que vous savez que vous regardez, mais qui ne devrait pas exister, de ce qui vous observe, même lorsque vous pensez être seul. Aujourd'hui, vous allez entendre 3 histoires qui n'auraient jamais dû se produire. Des histoires de personnes qui ont vu quelque chose qu'elles n'auraient pas dû voir, et qui ont survécu juste assez longtemps pour raconter ou pour avertir. Respirez profondément. À partir de maintenant, il n'y a plus assez de lumière. Histoire 1. L'enfant qui frappait à la porte de la cabane. 14. Michigan, 2009. La cabane 14 se trouvait au bout d'un campement en bois utilisé par les pêcheurs pendant l'hiver. La plupart évitaient cette cabane. Il n'y avait pas d'explication officielle, seulement des phrases murmurées telles que « N'ouvrez pas la porte après minuit ». Si vous entendez des coups, ignorez-les. La cabane 14 a un propriétaire. Cette semaine-là, Paul Henderson, un camionneur qui avait décidé de se reposer avant de poursuivre son voyage, y séjournait. Il ne croyait pas aux superstitions. Il en riait. Jusqu'à la 2e nuit. Il était 00h47 lorsque le silence absolu fut rompu par 3 coups lents à la porte. Paf, paf, paf. Paul s'est levé, pensant qu'il s'agissait d'un pêcheur ivre. Il a ouvert la fenêtre à côté de la porte et s'est figé. Une petite fille se tenait debout dans le froid extrême, pieds nus, vêtue d'un t-shirt fin, les bras tombants, comme si elle ne savait pas comment les utiliser correctement. Sa tête était penchée sur le côté d'une manière trop étrange pour être naturelle. Paul lui demanda si elle était perdue. L'enfant ne répondit pas. Elle leva simplement la main lentement et frappa à nouveau, regardant cette fois directement vers la fenêtre. Pas, pas, pas. Ses yeux ne clignaient pas. Il ne larmoyait pas malgré le vent glacial. Aucune vapeur ne s'échappait de sa bouche. Lorsque Paul recula enfin, l'enfant se mit à parler. Pas à crier, à parler, comme s'il répétait une phrase mémorisée. « Il ne fait pas froid ici. Ouvre-moi la porte. » Mais la voix n'était pas celle d'un enfant. Elle était grave, trop grave. Comme si plusieurs voix parlaient ensemble à des vitesses différentes. Paul appela la réception. La communication fut coupée 2 fois. À la 3e tentative, quelqu'un a répondu précipitamment. « Dans quelle cabane êtes-vous » 14. Silence. Puis, une seule phrase. « N'ouvrez pas, quoi qu'il arrive. » Qu'est-ce que c'est ? Elle frappe jusqu'à ce que quelqu'un ouvre. La communication a été coupée. Paul s'est éloigné de la porte. Les coups ont continué, maintenant plus fort. Pas, pas, pas. L'enfant a commencé à gratter le bois. D'abord lentement, puis avec violence. Paul a vu ses doigts se plier dans des angles impossibles pendant qu'elle grattait, sans émettre aucun son de douleur. La porte a commencé à céder. Puis, elle s'est arrêtée. Un silence si profond a envahi la cabane que Paul pouvait entendre son propre cœur résonner dans sa gorge. À l'aube, Paul ouvrit la porte avec précaution. La neige autour était intacte. Pas de traces de pas, pas de marques. Rien. Sauf une chose. La porte portait des marques de mains très petites, et d'autres beaucoup plus grandes, comme si quelqu'un avait tenu l'enfant par l'épaule pendant qu'elle frappait. Paul quitta le campement le jour même. La cabane 14 a été fermée définitivement quelques mois plus tard. Mais aujourd'hui encore, les habitants disent que lors des nuits très calmes, on entend encore « pa-pa-pa ». Histoire 2. Le survivant du KM88. Amazonie, 2018. Ricardo était technicien en télécommunications. Il passait de longues périodes dans la forêt pour régler des antennes. Ce qui n'est pas courant pour beaucoup de gens était une routine pour lui. Des sentiers boueux jusqu'à la taille, des arbres qui semblent murmurer, des nuits si sombres que vous ne voyez que votre propre souffle. Mais cette année-là, quelque chose a changé. Dans la région appelée KM88, les travailleurs ont commencé à signaler des bruits qui semblaient provenir du sous-sol. Des pas, des coups, et parfois, des voix qui répétaient des phrases incohérentes au petit matin. Ricardo pensait que c'était le fruit de l'imagination de quelqu'un qui manquait de sommeil. Jusqu'au 3e jour. Il inspectait une tour lorsqu'il entendit un cri désespéré à la radio. « Ne regardez pas en bas, il monte, courez !» Puis, des parasites. Et le silence. Ricardo courut jusqu'à l'endroit d'où venait l'appel. Il ne trouva que des traces dans la boue et les sacs à dos abandonnés.
aucun signe des 2 autres techniciens. La seule chose étrange, c'était les marques sur les troncs des arbres, des éraflures profondes, comme des griffes, mais aussi en forme de doigts humains. Cette nuit-là, Ricardo ne parvint pas à dormir. Il entendait des pas lourds circuler autour de la tente. Ce n'étaient pas des animaux. Les pas étaient trop lents, trop délibérés, comme si la chose choisissait le moment d'entrer. Il éteignit la lampe torche. Il retint son souffle, mais les pas s'arrêtèrent près de la porte, et ils restèrent là, pendant des minutes, peut-être des heures. Quand il ralluma la lampe torche, il y avait une énorme rainure dans la terre à côté de la tente, comme si quelque chose avait traîné sa main ou sa tête par là. Le 4e jour, Ricardo décida de s'enfuir. Le sentier menant à la route faisait environ 14 km. Il emporta le minimum possible et se mit à courir. Mais plus il avançait, plus il remarquait quelque chose d'effrayant. Les empreintes derrière lui n'étaient pas les siennes. Elles étaient larges, profondes, et elles avaient 6 doigts. La forêt devint soudainement silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, rien. Et puis, l'odeur arriva. Une odeur humide, métallique, comme de la viande froide laissée dehors pendant la nuit. Ricardo regarda derrière lui une seule fois, et il vit une silhouette trop grande, trop maigre, avec des membres qui semblaient assez longs pour toucher le sol sans se baisser. Et la tête tordue, complètement tordue, comme si elle essayait de comprendre comment un humain bouge. La chose fit un pas, puis un autre, puis elle s'arrêta. Ricardo s'enfuit en courant, trébuchant, vomissant de peur, entendant la chose derrière lui suivre chacun de ses mouvements. Mais au km 82, elle s'arrêta simplement, comme si une limite invisible avait été atteinte. La silhouette recula lentement, jusqu'à disparaître dans la densité de la forêt. Ricardo fut retrouvé évanoui sur le bord de la route par un groupe de camionneurs. Lorsqu'il reprit conscience, il répétait sans cesse « Il apprenait à marcher. Il apprenait avec moi. » Ses collègues disparus ne furent jamais retrouvés. Histoire 3. La caméra du sous-sol, Philadelphie, 1994. En 1994, le photographe amateur Thomas Hale a acheté un ancien bâtiment pour le rénover. L'endroit sentait le moisi, la pierre humide et les objets entreposés depuis des décennies. C'était le genre de bâtiment qui semble plus lourd à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au 2e sous-sol, un sous-sol sous le sous-sol, Thomas a trouvé une pièce fermée à clé. La porte semblait plus récente que le reste de la construction. Il l'a forcée. La pièce était petite. Il n'y avait qu'une chaise, une lampe suspendue au plafond, et une vieille caméra pointée vers le mur. Mais sur le mur, il y avait des marques d'ongles, des centaines, comme si quelqu'un avait essayé de sortir de là et n'y était pas parvenu. Thomas, curieux et arrogant, décida d'allumer la caméra. À sa grande surprise, elle fonctionnait. La bande montrait une femme assise sur la même chaise, tremblante, en pleurs, répétant des phrases sans queue ni tête. Il est dans le mur. Il ne le laisse pas respirer. Il apprend quand on le regarde. Thomas a rembobiné et a remarqué quelque chose de plus troublant. À chaque minute, la femme détournait le regard vers le mur derrière la caméra et souriait. Un sourire figé, forcé, comme si elle était observée. Peu à peu, quelque chose a commencé à apparaître dans l'image. Une silhouette, une ombre, une forme qui n'avait pas de forme. L'ombre semblait s'approcher de la femme, mais n'apparaissait jamais entièrement. Elle restait toujours à la limite du cadre, comme si elle savait qu'elle était filmée et ne pouvait être vue complètement. À la dernière minute de la bande, la femme s'est levée, s'est approchée de la caméra, a regardé directement dans le viseur et a dit « Si vous regardez, il est déjà parti » et la bande s'est terminée. Cette nuit-là, Thomas entendit la même phrase résonner depuis le sous-sol. « Il est déjà parti ». Il descendit en courant. La chaise était renversée, la caméra était cassée. Mais le pire, c'était le mur. Les marques de griffures étaient fraîches, comme si quelque chose venait de finir de griffer quelques secondes auparavant. Thomas vendit l'immeuble. Il n'y revint jamais. Les habitants actuels disent que, parfois, dans le silence profond de l'aube, le mur du 2e sous-sol résonne encore, comme si quelqu'un le griffait de l'intérieur. C'est le genre de peur qui persiste même après la fin de la vidéo. Le genre de peur qui vous accompagne dans le couloir sombre jusqu'à votre chambre.
Le genre de peur qui n'a pas besoin d'apparaître, car il suffit de l'imaginer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez ce frisson que seules des histoires comme celle-ci peuvent te provoquer. Alors laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je continuerai à vous apporter des récits réels, profonds, longs, et vous continuerez à me suivre, car en fin de compte, vous n'écoutez jamais ces histoires seules.